30 reviews en 30 jours. Yes, sir. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, Alex? Ça va nickel, et toi? Ça va très bien. Ça a beaucoup changé, t'as vu la redéco que j'ai faite là? T'as pu faire ton footing ce matin? Ouais, je suis allé... J'ai même fait un marathon, je suis allé descendre les poubelles. Ah ouais, truc de ouf. Ouais, je me suis t'as tapé fait du une sport. déterre là, j'ai fait... Waouh. Ouais, c'était pas mal. Bref, n'hésitez pas à raconter vous aussi votre vie. Nous sommes sur les 30 reviews en 30 jours, vous le savez, c'est la série préférée de votre joueur préféré, même s'il est confiné, il n'y a pas de NBA. Mais Trash Talk est toujours là, on a fait plein de franchises, et là on est vraiment, on est vraiment en playoff et ça fait plaisir. Playoff à l'ouest, C'est ça. Alors petite larmichette parce qu'on sait que normalement dans quelques jours il y avait les vrais playoffs qui devaient démarrer, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, tout à fait. Il y a quand même eu 65 matchs qui ont été joués. Et notamment 65 matchs chez nos amis les Grizzlies, dont on va faire la review tout de suite maintenant. Et une review commence forcément avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Oui monsieur, quelle saison incroyable de la part de nos amis de Memphis. On est sur un bilan en soi de 32 victoires pour 33 défaites. Mais alors limite, je n'ai même pas envie pour le moment de démarrer avec des histoires de bilan ou de chiffres. La manière, l'éclosion, le développement, c'est fabuleux. La darling de la ligue, c'est eux. La darling de la ligue, c'était Memphis cette saison, on peut l'affirmer, ouais. Il y a peut-être d'autres petites darlings, quoi, mais il y a des gens The Darling. Bien sûr, c'est Memphis. Tu peux en soi, il y a beaucoup de gens qui ont dit quand même, waouh, incroyable la saison du Thunder par rapport à ce qui était annoncé, tout à fait. Ouais, mais c'est pas une darling, c'est une équipe de revanchards. Le manager, on pensait qu'il allait avoir des trades, il n'y a pas eu de trade. Bref, on parlera du Thunder. C'est ça. Non, l'équipe qui était absolument inattendue en mode NBA League Pass et qui est devenue une des équipes les plus fun à regarder, les plus chouettes à observer, grandir. Bref, une darling dans la définition, exactement, ce sont les Memphis Grizzlies. Je ne sais même pas par où commencer, il y a trop de choses à dire. Déjà leur bilan, quasiment 50% là au moment où on fait cette review, donc la saison s'est arrêtée à 32 victoires, 33 défaites. Incroyable. Bon, en septembre dernier, voilà. Celle-là, il fallait la dire. Voilà. Bon, après, le début de saison a été poussif. On s'est dit, oulala, attention, ils vont prendre beaucoup de branlées. Et puis petit à petit, ils se sont mis en route, les mecs. Ouais, c'est clair. Ils se sont mis en route petit à petit. Leur mois de décembre, disons qu'on va dire que fin octobre, début et le mois de novembre, c'est chaud, c'est tendu, ça gagne pas des masses en fait. Et puis après, il y a le mois de décembre, quoi. Le mois de décembre, il est bon, quoi. Il est bon. Le mois de décembre de Memphis. Il est vraiment bon, avec sûr. quelques victoires assez significatives, notamment contre le Thunder, où ils ont été capables, je sais plus, attends, bouge pas, je te recherche ça. Non, c'est début janvier. Ouais, mais début janvier, là, début mi-janvier, il y a une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'affilée. Ah oui, non, mais en soi, janvier, il y a l'asterisk, tout à fait. En janvier, il y a l'asterisk. En fait, ce qui est bizarre sur le début de saison, c'est que tu as en effet des défaites qui sont chiantes, mais étonnamment, les victoires prennent le pas sur ces défaites qui sont parfois chiantes parce qu'il y a l'explosion de Ja Morant, il y a l'intégration aussi de Tyler Jenkins et du travail qu'il fait en tant que coach avec cette équipe. Et donc du coup, par exemple, quand tu bats Brooklyn dès le 2e ou 3e match de la saison, c'est un match qui dans les têtes reste plus souvent que les défaites suivantes parce que la salle explose, parce que les jeunes bombent le torse, sortent les pecs et refusent de se faire marcher dessus par les anciens. Oui, puis il y a eu quelques petites absences par moment, il y a eu quelques petites blessures et tout. On en reparlera. Mais moi, je me disais, bon, mais même quand ils vont être au complet, ça va quand même pas être si simple que ça. En fait, il y a un vrai groupe, déjà. Sûr. Avec beaucoup de jeunes. Il y a effectivement, tu as déjà cité son nom, mais on va le reciter, le travail de Tyler Jenkins. C'est un des noms les moins mentionnés, mais pourtant les plus darling de toute la NBA cette saison, clairement. Respect pour ce qu'il a inculqué à ces jeunes, comment il leur a clairement mis en place des valeurs, un système de jeu auquel le groupe adhère à fond, et qui vraiment est devenu les bases. C'est-à-dire que Memphis... Il y a encore beaucoup de développement à faire. Je suis pas en train d'en faire un prétendant au titre, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, vu l'âge du noyau, vu les bons choix qui ont été faits par le management aussi l'été dernier, même depuis 18 mois même, j'ai envie de dire. Ouais, déjà changement de management. Ça change la vie à Memphis aussi. Oui, mais ce nouveau management, ça fait que 1 an qu'il est là, remarque. Un an à peu près, ça fait 1 an.
À partir du moment où il y a les modifications de Marc Gasol, quoi. Oui, tout à fait, mais là où les changements qui ont lieu aussi au fur et à mesure, évidemment, il n'y a pas un instant T, mais les changements qui ont été faits au sein même du management en interne sont les prémices de ce qu'il va y avoir par la suite. C'est-à-dire d'ensuite quand on s'est posé des questions sur Valanciunas, est-ce qu'il allait rester ou à quoi ça servait d'aller récupérer un Jay Crowder ici ou là, au final. Ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils trade Marc Gasol, ils trade Mike Conley, et ils en sont là déjà aujourd'hui. Bien sûr. Respect. Tout à fait. Quoi. Et les Grizzlies, on en a fait des gros apéros. Tu vois, je continue à parler un petit peu des victoires qui sont références et des matchs qu'on vous invite à aller voir des Grizzlies. Il y a évidemment celui contre Brooklyn. Le retour de Mike Conley. Victoire contre Utah à domicile, une salle qui explose. Et Monsieur Ja Morant qui fait le boulot avec les Dillon Brooks et avec les autres dans le Money Time. Ce sont des moments forts de la saison globale de la NBA, pas juste celle de Memphis. Ouais, et puis au milieu de ça, donc il y a le groupe, et au milieu de ça, il y a belles individualités. Je veux dire, la saison rookie de Ja Morant, c'est quand même quelque chose de très sérieux. On parle d'un rookie qui a quasiment 18 points par match, quasiment 7 passes, ça prend du rebond, ça intercepte un peu, ça trash talk, ça a été clutch aussi à nombreuses reprises. Puis c'est le quatrième quart-temps, c'est son jardin. Je veux dire, voilà quoi. Non, bien sûr. Donc c'est quand même une saison de rookie très impressionnante. Progression pour Jaren Jackson Jr., je veux dire, c'est pas mal. Il y a encore des trucs à travailler, hein. Ça fait encore des fautes un peu bêtes et tout machin, mais au shoot ça progresse. Jonas Valanciunas, la production aussi de Jonas, elle est idéale. Sa production est super. Bien sûr, quand il a été prolongé, c'était un des espoirs, c'est qu'il puisse y avoir un vétéran qui fait le boulot comme ça en interne tous les soirs. Et il s'est magnifiquement trouvé avec Ja Morant et ça a été un des gros duos de la saison de Memphis. Ouais. Dillon Brooks, très bon complément sur le backcourt de Ja Morant. Moi, j'aime bien cette paire de joueurs. Il y a eu ce bon mélange, comme on a parlé, comme tu l'as dit là, d'à la fois des jeunes qui ont les dents longues et de ces vétérans qui font le travail. Donc le coup d'œil dans le rétro des Grizzlies est parsemé d'étoiles. En fait, je pense que d'ailleurs les plus gros die-hard fans de Memphis se disent putain, si on avait pu signer pour un truc pareil, on l'aurait fait, mais bien sûr. D'entrée, clairement, parce que tu as au bout d'un an et demi de cette transition qui est quand même longue, tu as quand même une identité et un projet. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis tu dis vétéran, mais parce que c'est un terme employé en NBA, mais en fait Jonas Valanciunas, il a quoi, 27-28 ans, non? Oui, c'est un vétéran. Jay Crowder, voilà, mais c'est pas non plus un vieux, tu vois. Non, bien sûr. Jay Crowder a 29-30 piges, de toute façon il a été tradé après, on va en parler de ça. Après c'est qui les mecs plus vieux? Solomon Hill. Ouais, il a été tradé aussi. Le noyau est hyper jeune. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, tu fais bien de le souligner, les vétérans, parfois, on a l'impression que c'est une histoire d'âge, mais c'est aussi parce que Valanciunas, il a bouffé du mois de mai avec Toronto, que Kyle Anderson, il sait comment ça se passe aussi à San Antonio, que Jay Crowder, il est passé par Utah et Boston, où ça fait de la finale de conférence. Ils ont un peu d'expérience, mais enfin, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, tout ça repose quand même beaucoup sur des jeunes joueurs qui il y a pas si longtemps pouvaient encore, pour certains c'est encore le cas, pouvaient pas acheter d'alcool aux États-Unis. Tout à fait, clairement. Et tout ça sous un coach qui est rookie. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire dans ce qu'on a pu voir. Et évidemment, tout ça aussi, comme on a parlé, dans un contexte aussi où on a pu voir des équipes très attendues comme Portland, San Antonio ou d'autres qui, elles aussi, on met un peu le pied sur le frein, ont moins bien joué que d'habitude. Une porte s'entrouvre, Memphis se glisse dedans, superbe saison. Malheureusement, un des dossiers dont on doit parler aussi dans ce coup d'œil en rétro, c'est le dossier Iguodala, qui a pas mal traîné, qui a pris la tête. Trop traîné. C'est sûr que les dirigeants de Memphis auraient certainement voulu se débarrasser de lui plus tôt, mais bon. C'est ça. Au final, ils s'en sortent avec Justice Winslow. Ils ont un James Johnson qui est parti contre Gorgui Dieng dans cette espèce de transfert qui a eu lieu pendant un certain moment. Ils s'en sortent pas si mal. Hein. C'est bien. Non, je suis d'accord. Le soir où il y a eu le transfert autour de la deadline, on a vu Winslow arriver. On a fait c'est une win. Mais ça a été dur pour les fans, pour l'image de la franchise, et évidemment pour celle d'Iguodala, mais ça a été dur médiatiquement. Je trouve ce qui a été véhiculé autour de Memphis, du management, Et combien de fois, nous, on a revisité le dossier, hein. Je pense que notre parti, il est pris très clairement. Hein. Memphis avait raison d'utiliser cet hameçon, bien sûr. Mais voilà, ça a vraiment été dur et Dieu sait ce que ça donnera lors des prochains matchs entre Miami et... entre Iguodala et Memphis, ouais. Tout à fait. On sait que Dillon Brooks l'attend de pied ferme. Clairement, magnifique. Magnifique en termes tout à fait d'identité, de ce que les jeunes ont pu développer aussi en termes de trash talking depuis quelques mois, c'est superbe. Ja Morant... Au moment où on s'est arrêté la saison, Alex, je le mets en très court et très bref, après on pourra en reparler dans d'autres sections, mais même avec encore 20 matchs de Zion Williamson, on garde le bulletin rookie de l'année? Pour l'instant, ouais. Non, je déconne. Oui,
Ouais. Pour moi, oui, parce que même si j'ai été dithyrambique sur Zion et je pense que son arrivée en NBA est un coup de tonnerre incroyable et que je croise les doigts de ouf pour pas qu'il se blesse, tout ça. Rookie de l'année. C'est de l'année. Rookie de l'année, c'est sur l'année, c'est quoi. A, 2 N, donc, E, accent aigu, E, donc c'est... Sur l'année, le rookie, le meilleur rookie, c'est Ja Morant. C'est ça, on est bien d'accord. Non, c'était juste pour poser la question parce que, voilà, on sait aussi souvent qu'avec ce qui se passe en l'espace de 15 matchs, souvent on oublie ce qui s'est passé les 40 précédents. C'est ça. C'est très agréable. Voilà pour le coup d'œil dans le rétro. Évidemment, plein d'autres choses à dire, mais on va justement les développer dans d'autres sections. Et alors, notamment, une section autour des finances. Le pognon. C'est parti, l'oseille. Exactement, on va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Le flouze, la fraîche. Yes, sir. Ou comme on dit, c'est les oursons, le miel. Exactement. Où est passé le miel, le caramel? Eh bien justement, on va se nettoyer les mains pendant plus de 20 secondes et on va regarder ce qui s'est passé dans les finances des Grizzlies. Dans cette section, vous le savez, on regarde un petit peu comment les sous ont été dépensés, comment ils vont être dépensés. Eh bien franchement... C'est plutôt pas mal. Hein. Eh bien franchement, si tu me disais là... encore une fois, on est beaucoup dans les... Si tu me disais avec les Grizzlies, s'il y a 1 an et demi, tu me disais qu'on pouvait avoir cette situation-là, tu la prenais direct. Parce qu'on savait ce qui se passait comme punchline autour de Chandler Parsons, Marc Gasol, Mike Conley qui prenaient à eux deux une énorme partie du cap pour des résultats sympas mais limités quand même. Et là c'est nettoyé. T'as bien nettoyé quand même. C'est nettoyé. La grosse force de ce que sont en train de faire les dirigeants des Grizzlies, c'est que tu as récupéré le contrat de Gorgui Dieng, 16 millions cette année et 17-18 la saison prochaine, donc ça c'est un peu quand même cher. Valanciunas, 16, 15, c'est 14. C'est bien. Super. C'est bien. Justice Winslow, le contrat que tu récupères, c'est un contrat à 13 millions la saison. C'est le Riley contract. Écoute, franchement, ça va. Ouais. C'est Kyle Anderson qui est un peu plus... On peut discuter autour de Tyus Jones et de Kyle Anderson qui gagnent tous les deux entre 8 et 10 patates par an. Bon, on peut discuter, voir. Ça va. Si vraiment il fallait faire signer ces contrats-là à ces mecs-là, on verra sur le futur. Mais en gros, tu as la saison prochaine encore avec du Dieng qui pèse dans ton salary cap, du Waiters que tu as wave qui va peser encore dans ton salary cap. Mais dès la saison d'après, la 21-22, je me projette un peu sur Memphis, t'es tout de suite propre, bien sûr. T'es tout de suite avec de la flexibilité, tu as encore des énormes joueurs, Ja Morant, peut-être Jaren Jackson, il sera en train de prolonger ou pas, Brandon Clark, enfin t'as encore des contrats rookies. Et tu as Dylan Brooks qui gagne environ 12 millions. Ah, bien sûr, parce qu'il a signé une prolongation en scred. Et c'était une des belles prolongations discrètes qui ont eu lieu, tout à fait. Donc en fait, ton noyau, c'est que des jeunes qui sont soit en contrat rookie, soit avec des contrats très raisonnables, mais vraiment très raisonnables. Je veux dire, Brooks et Winslow à 12-13 millions l'année, et franchement, c'est cool. Donc, tu auras des paquets de fric peut-être à dépenser sur tes rookies s'ils confirment, les Ja Morant, Jaren Jackson et tout. Mais d'ici là, tu auras débarrassé complètement ton cap de contrats nuisibles. Donc, non, pour l'instant, c'est du très, très, très bon travail de la part des dirigeants des Grizzlies. Après, on la connaît l'histoire. Hein. Il faudra être malin, faire les bons choix, mettre le paquet sur les mecs qu'il faut, peut-être être malin sur un agent libre ou deux, peut-être pas des superstars mais des bons mecs et tout. Mais au moins, ils sont en train de se mettre dans les conditions, dans la situation d'avoir le choix. C'est ça. Donc ça, c'est déjà bien. Ça, c'est vachement bien en effet. Le avant-après est assez saisissant à Memphis, vu que ça a été vraiment là. Enfin, à l'ouest, c'était difficile de trouver, peut-être Sacramento au plus global, mais c'était assez difficile de trouver des équipes dont on pouvait plus, en tout cas au niveau management, se foutre de la gueule, parce que Phoenix, vous aviez quand même pas mal tendu la joue, mais Memphis faisait partie de ces équipes dont on se foutait pas mal de la gueule suite aux gestions financières. Et là, c'est vrai qu'il y a un assainissement qui est assez énorme. Le pari Iguodala, au final, se transforme assez bien, puisque tu avais récupéré le deal d'Iguodala quand même. Ça va, t'as récupéré Winslow, ça va. T'as dû couper Waiters, donc ça va peser dans tes books, dans ton salary cap pendant encore cette saison et la prochaine, mais bon. Mais tu sens que voilà, il y a un côté sain qui fait au global, quand on regarde une saison, les performances et les finances, qui fait de Memphis, dans les talks de la plupart des observateurs NBA, la nouvelle référence de reconstruction en l'état actuel. C'est-à-dire que les gens regardent ça et se disent « Waouh, amazing ce qu'ils ont été capables de faire en 18 mois ». Donc financièrement, on va bientôt pouvoir ne plus rien dire sur eux. En tout cas, actuellement, c'est du positif. Donc kudos à tous nos amis du management du Tennessee. Alex, nous, on va se pencher sur le technique.
Allez, le hashtag, bam. Bam, c'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H. Tout à fait, comme... Qu'est-ce qu'il y a pas de H à Memphis, je crois. Ah là, il n'y a pas de H. Il y en a dans certains prénoms, dit Anthony Melton, mais il n'y a pas de H. Ouais, bah, vite fait, quoi, ouais. Ouais, non, il n'y a pas de H à Memphis. Il n'y a pas de H, c'est comme ça. C'est comme ça, exactement. Dans tous les cas, vous le savez, sur le point tactico-technique, eh bien, on se penche un petit peu sur le travail réalisé par Tyler Jenkins. On va toquer à sa porte, on lui dit dis donc, tu serais pas un apôtre de Mike Budenholzer, toi? Bah c'est cool, tu vas nous expliquer tu vas nous expliquer ta vision du basket, ça a l'air de pas mal marcher en fait. Saison 1 de Tyler Jenkins, beaucoup de choses positives à dire. Bah, déjà, le premier truc moi que j'ai bien aimé, c'est je m'adapte à mon personnel. C'est-à-dire que je mets en place une philosophie de jeu, mais qui colle avec les joueurs que j'ai sous la main, notamment les jeunes. Les jeunes auxquels j'ai envie de filer les clés. Ça serait bien de courir. Et je l'affiche clairement. Donc, j'ai déjà Morant à la main. Alors regardons, voyons voir. C'est quoi? C'est vrai qu'il va assez vite celui-là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai Jaren Jackson. Ça va, au niveau mobilité, il y a pire. Ouais, ça court. Qu'est-ce que j'ai drafté aussi? Brandon Clark. On fait voir un peu Brandon Clark. Ah oui, dis donc. Dylan Brooks, Petit Lurie. Donc le seul joueur... Jones, il est pas très lent comme garçon. Le seul joueur qui éventuellement n'est pas vraiment un joueur d'équipe qui court, c'est Valanciunas à la limite, tu vois. Et Jay Crowder n'a jamais été connu comme un sprinter d'élite. Non, mais il est quand même plus à l'aise, je pense, que Valanciunas, qui est quand même plus les pieds dans le béton, qui aime bien avoir la. Ah bah il est sponsor par Caterpillar, donc oui c'est sûr. On est quand même d'accord. Mais en fait, finalement, ça a quand même bien marché. Je veux dire, on a un Valanciunas qui a un vrai temps de jeu en tant que titulaire. Bien sûr. Et sur ce temps de jeu où il est très bien utilisé, il est servi. Et il est efficace. Bien sûr. À la Valanciunas. Ah bah tout à fait. Et après, quand il sort, on a vu des attelages Jaren Jackson, Brandon Clark. On a vu aussi des attelages encore même plus small ball que ça du côté de Memphis. Donc c'était assez intéressant. Mais après, en gros, dès qu'il n'y a pas Valanciunas sur le terrain, c'est courez, allez, ça sprint et tu dégaines, tout à fait. Et donc tout à fait. Et donc feu vert, mais alors un vert, mais pomme totale pour les Dion Brooks, les Jay Crowder, les Solomon Hill, puisque dès les premiers jours de la saison régulière, on a vu Jay Crowder va rejoindre le groupe des joueurs qui prennent plus de 8-3 points par match. On a vu Dylan Brooks faire pareil et on s'est dit non de Dieu, ils ont vraiment carte blanche. Même Jaren Jackson. Et combien il en prend Jaren Jackson cette saison? Il en prend un paquet. Ouais, je vais te dire ça. Mais c'est clair que Jaren Jackson Jr. faisait partie de ces gars-là. Regarde, tu vois, il y en a 6 par match par Jaren Jackson Jr., 6 pour Crowder, 5,5 pour Brooks. Et d'autres gars qui ont fait aussi leur boulot, Solomon Hill 3, etc., Grayson Allen et tout. Donc, non, c'est sûr. Bien sûr. C'est sûr. Limite, c'est déjà Morant en fait, qu'il n'ait pas un si gros volume de 3 points en fait. Et quelque part, ça montre aussi son approche du jeu et sa lecture, puisqu'il le sait lui-même, c'est pas sa qualité première. Donc ça montrait aussi ce qu'il faisait. C'est peut-être là aussi où il nous a le plus bluffé, c'est que moi, voir Ja Morant performer sur un jeu rapide, de la transition et tout, zéro surprise, t'es d'accord? Enfin, moi perso, non. Par contre, sur demi-terrain. Non, mais demi-terrain, il y a de la pression et il faut que j'affronte des poids lourds, aucun problème. Il est sérieux quand même. Aucun problème, clairement. Tiens, Jean-Pierre, viens me faire un écran en haut, s'il te plaît. Voilà, merci, c'est bon, je me débrouille. Laissez-moi lire les rotations et... Laissez-moi lire les rotations, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Et je m'occupe du reste. Fou. Ouais, bien sûr. Là-dessus, Tyler Jenkins, il a dû kiffer. Je veux dire, on encense bien sûr. Tyler Jenkins. C'est aussi plus simple quand ton rookie il a le niveau de Ja Morant. Évidemment. Et donc ça, là-dessus, Ja Morant, il y a beaucoup de crédit à lui donner. On en avait déjà parlé dans un long apéro qu'on vous suggère, qui était un focus sur les Grizzlies. Stratégiquement, dans l'identité même de Memphis, un choix hyper intéressant de la part de Tyler Jenkins. On l'a dit, il y a de la pace, tout à fait. Il y a du shoot à 3 points en première intention. Et il y a aussi vraiment ce bombardement intérieur, que des shoots utiles. Je ne sais même pas quelle équipe a mis plus de points dans la raquette ou a un meilleur pourcentage de shoot dans la raquette que Memphis. Ils ont, dès qu'ils le pouvaient, c'était soit de la transition, soit on va aller à l'intérieur et on va bombarder les Brandon Clark, les Jonas, etc. Et là, encore une fois, très bien pensé de la part de Tyler Jenkins. Quand Valanciunas est sur le terrain, il est servi, pas trop loin du cercle. Après, il a aussi pris un peu de 3 points, Valanciunas, plus qu'avant. Mais enfin, ça reste un joueur de poste bas, de sous le cercle, de bonne passe, de cut backdoor un peu vicelard. Enfin, tu vois, c'est ça, Valanciunas. Ja Morant, c'est un joueur qui drive. Dylan Brooks, c'est pas dégueu non plus en drive. Bien sûr. Brandon Clark, c'est un joueur qui attaque le cercle. Tu vois,
C'est un energizer qui attaque le cercle. Donc tout ça, il a bien utilisé Tyler Jenkins pour faire ce que tu as dit, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui met des paniers faciles, va vers le cercle, en gros du 3 points ou un shoot à moins de 1m50. Quoi. C'est ça. Donc du coup, quand tu as ça, tu as une attaque qui, pourtant, dans le rating, n'est pas bonne, parce que aussi ça a pris en compte la fin de saison qui a été compliquée pour Memphis. On n'a pas trop parlé sur le coup d'œil dans le rétro. Ils ont eu un coup de mou à partir du moment où aussi il y a eu des blessures. C'est-à-dire que quand ils ont plus pu compter sur Jaren Jackson Jr., etc., ça a vraiment fait mal à l'effectif. Donc les défaites se sont enchaînées. Il y a commencé à avoir des New Orleans va aller en playoff, peut-être Portland. Donc ça a joué. Si la saison devait reprendre, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Ils ont de l'avance, mais bien sûr. Mais voilà quoi. Mais donc quand on regarde Tyler Jenkins, on a ça et un principe de base qui est que défensivement, on ne pourra pas révolutionner la planète basket, mais alors par contre, ça travaille dur à Memphis, ça défend dur son homme. Il y a du hustle. Et il y a du hustle exactement, et donc du coup, faisons l'effort minimum. Quand on a une défense average avec une attaque rapide, ça donne une équipe qui va en playoff. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que D'Anthony Melton, tiens, incroyable, toi tu l'as connu à Phoenix. Ouais. Excellent défenseur sur l'homme. On a vu Josh Jackson aussi se ramener. Les débuts ils étaient compliqués et puis il y a eu du mieux. Josh Jackson aussi quand en fin de saison il a eu des responsabilités. Bah ouais. Là Alex, alors. Je l'avais dit et j'en reparlerai plus tard. Très bien, on va pouvoir en reparler. Et puis évidemment les Jaren Jackson Jr., les Deion Brooks, tout ça, les gars ont fait tous le boulot défensivement. Donc Tyler Jenkins vraiment en quelques mois a montré qu'il pouvait rapidement faire partie des coachs intéressants à suivre en NBA, c'est clair. Ouais. Monsieur Tyler Jenkins. Ouais, carrément. Dans le jeu, c'est très important. Non, mais c'est tactiquement, techniquement, très bonne utilisation du personnel, très bonne optimisation. Exactement. Du personnel. Optimisation parfaite, c'est le mot. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans une autre review. Je crois que parmi les équipes qui font le plus de passes décisives de toute la ligue, Memphis, avec leur attaque. Ils doivent être dans le coin. Ouais. Bouge pas, Memphis, troisième équipe avec le plus de passes décisives de la NBA. Quand on se fait tourner le cuir, ça peut mener à des bons résultats. Voilà en tout cas pour le point tactico-technique. Mais Alex, comme tu le suggérais là juste avant, il y a plein de choses dont on va devoir parler, dont une grosse question. Question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, nous sommes sur la question de la mort dans le Tennessee. Et il y a plein de choses sur lesquelles on doit réfléchir, comme notamment pourquoi est-ce que les éboueurs passent à une heure pareille. On les entend bien, hein. T'as vu, c'est fou. On les entend vachement bien, mais c'est vache. Comme ça. Mais ils passent, ils passent genre, je sais pas ce qu'ils, enfin, ils bossent les mecs, hein, parce qu'ils passent au moins 2 fois par jour là. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font un travail d'éboueur et dédicace et respect parce que putain, c'est un putain de boulot dans les la situation actuelle. Nous sommes d'accord, voilà. Mais ça, c'est pas la question. Nous allons nous pencher sur l'année 2 du projet Grizzlies. On voit ce qui s'est passé sur l'année 1. Magnifique. Toutes les cases sont cochées. Ça se trouve, tu peux même, si la saison reprend, tu peux même aller en play-off. Difficile de demander mieux. On vient de parler de finances, de jeu, d'identité. T'as de la star. Comment fructifier tout ça pour avoir une année 2 au top du top? C'est quoi l'année 2 idéale selon toi? Déjà, commençons par là. Alors, on fait la liste des courses. Allez, vas-y. On va faire l'année 2 idéale. Vas-y. Alors, déjà, je m'assure d'avoir toujours cette balance vétéran et jeunes joueurs. C'est-à-dire, j'ai toujours Valanciunas qui est sous contrat, donc il n'y a pas de problème. Mais je veux bien m'assurer qu'il y a toujours les gars, comme on a pu voir. Parce que vraiment, les Solomon Hill, Jay Crowder, etc., ça fait le boulot. Donc je ne suis pas sûr que Gordy Dieng fasse ce rôle-là. J'aimerais bien. Tu vois, on parlait dans une récente review de Joe Harris, par exemple, pour qu'il n'est pas non plus giga vieux, mais qui a un peu d'expérience. Bon, voilà le type de joueur que tu peux viser en te disant, bon, lui, il assure notamment un vestiaire qui est solide, etc. Ou Jared Dudley ou les autres. Donc déjà, sûr et certain, avoir cette bonne balance entre les jeunes qui bossent et les vétérans qui les entourent. À toi. Ok, ouais, carrément. Donc du renfort un peu, ramener un peu d'expérience dans le groupe, des joueurs qui peuvent jouer, mais qui ont déjà vécu d'autres trucs ailleurs, quoi. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Le deuxième truc qu'on peut souhaiter à Memphis, c'est que la courbe de talent potentiel que viennent de nous montrer notamment Ja Morant, Jaren Jackson, peut-être Brandon Clark et d'autres, soit réelle.
C'est-à-dire que ça continue à progresser. C'est-à-dire qu'ils ont très très bien joué là. Jaren Jackson est sophomore, Ja Morant est rookie, Brandon Clark est rookie, enfin tu vois, genre tous ces gars-là, mais que ça continue à progresser. Parce que s'ils commencent à progresser ensemble, ça ne peut être que bénéfice à Memphis. Si t'as Westbrook et Chris Bosh dans ton groupe, c'est sûr que ça fait tout de suite beaucoup plus plaisir. On est à peu près. Bon, je me permets, hein, mais c'est à peu près ce genre de questionnement-là qu'on se pose. Ah bah oui, on est dans ce genre de délire, ouais. Si oui, c'est ça, Westbrook pour Ja Morant, c'est pas mal. Ouais. Non, mais après, on peut trouver plein d'autres comparaisons pour Ja Morant, mais en tout cas, il y a ce plafond-là dont tu parles, tout à fait. C'est que l'année 2, c'est voir quel est le step. John Wall collectif. John Wall bien entouré de bonnes personnes. John Wall coaché. Bref. Voilà. Vous avez vu le profil. Moi, le troisième point qui va le plus m'intéresser et sur lequel il faudra banquer, je pense, pour avoir une deuxième très bonne saison, c'est préparer tous les gars de cet effectif à être vraiment scoutés. Combien de fois on voit en NBA chaque saison une espèce de darling qui débarque et on dit bon bah c'est génial, waouh. Sauf qu'en fait l'année suivante, on sait un peu comment ça se passe. Prise à 2 sur Ja Morant, on fait faire ses fautes à Jaren Jackson le plus tôt possible et tout ça, ça, ils vont y avoir droit. C'est ça. Et donc du coup les gars, préparez-vous à vous ajuster parce qu'on ne pourra pas dupliquer la même recette en espérant continuer à monter dans les grades de la conférence Ouest. Non, je suis d'accord avec ça. Autre chose aussi. Il va falloir être capable de devenir élite soit en attaque, soit en défense. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, c'est average, ce qui est déjà énorme par rapport aux prévisions. Mais donc, c'est là où je te dis le potentiel réel de ces jeunes joueurs va être très important. Genre, est-ce que Ja Morant est le meneur d'une attaque élite ou pas ? Bien sûr. Si oui, quels sont les joueurs que tu dois mettre autour pour faire cette attaque élite ? Mm-hmm. Voilà. Bien sûr, est-ce que Jaren Jackson devient un candidat défenseur de l'année à partir du moment où il arrête de faire des fautes à la con ? Bien sûr. Ah non, mais je suis d'accord, c'est exactement ça, c'est devenir... Dans la création d'une identité, bon, c'est très bien d'être collectif, etc., mais il y a un moment où si tu veux péter ton plafond, il faut que tu rentres dans l'excellence. Parce que l'objectif de Memphis, c'est pas de refaire ce qu'a pu faire le grit and grind et de s'arrêter au premier tour ou en demi. Quand tu as des prémices, tu essayes de te projeter à loin et de te dire bon, il faut que je sois excellent quelque part. Est-ce que Jaren Jackson peut être moins nonchalant au rebond ? Par exemple. Ah, là, moi, perso, limite, il m'a plus énervé que les fautes, tu vois, sur ce sujet-là, moi. Mm-hmm. Genre quand il se fait griller des rebonds juste parce qu'il fait pas son écran, en fait. Par exemple, tout à fait. Un grand spécialiste. Bien sûr. L'autre point qui m'intéresse pas mal, et alors là par contre c'est peut-être un des projets les plus fous, je pense du côté de Memphis, il faudra voir l'année 2, elle pourrait être déterminante dans ce sens, c'est est-ce que Memphis peut devenir sexy sur le marché ? Oui. Est-ce que Memphis, qui depuis 20 ans n'est quand même une destination pas du tout prisée par les agents libres, peut, via Jaren Jackson Jr., via Ja Morant et via Ja Morant et via leur type de jeu, via leur coach, peut faire basculer Memphis dans une catégorie où en fait les agents libres disent en fait écoute, peut-être bien là-bas. Concrètement, en termes de marché, Memphis sera pas New York ou Los Angeles dès demain, même peut-être certainement jamais. Par contre, en termes de projet sportif et de jeu que tu proposes, le mec qui est ailier, qui devient agent libre, bien sûr. Et il y a Memphis qui vient le voir, qui lui dit gros, regarde bien là, bim, Ja Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson, Valanciunas, nous c'est toi qu'on veut foutre en 3 là. Bien sûr. Bah tu sais que la propale au niveau sportif, elle est loin d'être dégueu. Hein. Bien sûr, mais ça me fait penser énormément à cette équipe qui se situe dans une autre division, mais qui est tout sympa et qui essaye de péter son plafond en ayant des bases saines, et ça s'appelle le Utah Jazz. C'est-à-dire c'est aussi des franchises comme ça où pour avoir des gros agents libres, c'est compliqué. Alors là, tu t'essayes de te craquer, mais combien de temps ça a pris au Jazz avant de pouvoir signer un Bogdanovic, avant de pouvoir attirer des gars comme ça. Et c'est ce qui, ça s'est mal concrétisé là sur la première année, mais on va voir ce que ça va donner pour eux. Mais c'est des gars qui se sont construits from bottom to the top en interne, avec du talent, hein. Gobert, avec Mitchell, des bons choix à la draft, des jeunes qu'ils ont su développer eux-mêmes, en gérant leurs finances exactement. Et il y a un moment où il faut que tu attires du gros poisson, quoi. Tout à fait d'accord. Et pourtant, ils ont perdu Gordon Hayward contre rien du tout à l'époque, hein, je rappelle. Bien sûr. Non. C'est pas un sign and trade. Ah non, il part à Boston, terminé, bien sûr. Voilà. Donc, tu vois,
Donc non, effectivement, Memphis pourrait, si Memphis continue à bien jouer, à pratiquer ce genre de jeu, Memphis pourrait devenir attirant, au moins sur le projet sportif. C'est ça. Après, on le sait. C'est déjà une bonne nouvelle. Tout à fait. Après, je sais qu'il y en a peut-être dans les commentaires qui vont me dire mais non, regarde les Spurs. Les Spurs, c'est un cas vraiment isolé, à part, où ils sont tombés sur des pics de draft de fous furieux. Et donc, par rapport à cette situation de ne pas être attirant sur le marché des agents libres. Il y a des gars comme ça, il y a des franchises comme San Antonio qui ne le sont pas. Mais il fallait tomber quand même sur des joueurs de type all-time. À voir, comme tu l'as dit, sur le plafond de ces joueurs-là, s'ils peuvent déjà être all-star. All-star dans une conférence Ouest qui est très dure. Dernier point, Alex, sur lequel j'allais te tendre la perche. La concu. Ah bah ça, c'est l'éternel problème. D'ailleurs, on en avait parlé. Quand on a fait la review des Kings, on a dit ouais, déception, et notamment on a cité le fait que toi t'avais dit dans la preview des Kings, si une équipe glisse, c'est pour les Kings, ils sont en embuscade. En fait, il y a plusieurs équipes qui ont glissé, et c'était pas pour les Kings, c'était pour les Grizzlies. Et le Thunder et les Grizzlies. Ouais, le Thunder, mais encore une fois, le Thunder pour moi est un cas encore différent, mais pour les Grizzlies qui sont en train de potentiellement d'arracher un 8e spot, au bénéfice de Spurs, de Blazers, voire de Kings aussi, mais surtout de Spurs et de Blazers, tu vois, qui ne sont pas, on a fait les reviews, ne sont pas au niveau auquel on les attendait réellement. Bien sûr. Donc, le truc, c'est que pour pérenniser ça, va falloir être meilleur. Parce que cet alignement de planètes va pas se reproduire tous les ans, en fait. C'est ça. Et Dieu sait si on avait déjà... Ça doit peut-être être sur la review des Kings qu'on a dit... au fait, D'Angelo Russell et Karl-Anthony Towns, ça donne quoi en première année tous ensemble, genre dans une bataille à l'ouest. Au fait, les Pels, là, qui toquent à la porte et qui sont genre super relous. Comment tu fais avec les Pels? Les Blazers, l'année dernière, l'année prochaine, ils auront Lillard, ils auront peut-être bien sûr, Nurkic, exactement. Enfin, tu vois, ils ont Comment ils s'appellent déjà les... Comment ils s'appellent déjà? Ah oui, les Golden State Warriors, tu sais, avec Stephen Curry et Klay Thompson et Draymond Green. C'est encore un autre délire. Non, mais bien sûr, c'est pour ça. Donc, ce qu'on est en train de dire là, effectivement, c'est que toute darling que sont les Grizzlies, s'ils veulent pas être 13e de la saison 2020-21, va falloir progresser vraiment. Exactement. En fait. Meilleur groupe, meilleur jeu, tout mieux en fait. C'est ça qui est fou. Meilleure régularité. Ça va tellement vite la NBA quoi. Bien sûr. Je suis totalement d'accord là-dessus. Il y a une échelle et moi je vous invite tous ceux qui regardent cette review à essayer de nous dire à l'instant T, c'est difficile mais de se projeter. Il y a une échelle en fait de darling qui confirme et darling le temps d'une année, d'un one hit wonder comme on dit. C'est où est-ce qu'on situe ces Grizzlies là? Est-ce que c'est le contexte global? Est-ce qu'on va pouvoir les retrouver dans les années à venir comme une équipe qui est vraiment top 8 de l'Ouest et on est là genre merde, en fait ils ont vraiment un crack de groupe quoi. Pour le moment, j'avoue perso Alex que j'isole cette saison très clairement. Ah, pas moi j'y crois. Ah, attends, je crois au groupe et au projet, mais juste j'isole cette saison par rapport à tout ce qui s'est passé autour de la concu quoi. C'est incroyable ce qui s'est passé à l'Ouest. L'alignement de planète est en faveur de Memphis cette saison, c'est évident. Mais le talent et ce qu'ils développent en saison 1 est quand même hyper intéressant. Et je veux dire, on n'a même pas vu Justice Winslow sur le parquet. Ah non, bien sûr. Donc comment il va se développer avec ce groupe? Ça se trouve, l'ailier, ils l'ont déjà en fait dans le groupe, tu vois. C'est ça. Donc non, je pense qu'il y a un peu de profondeur déjà. On verra comment ça progresse, mais moi je pense que Memphis est en train de se construire le groupe qu'il faut pour être dans la lutte des playoffables durablement. Oui, voilà, dans la lutte, je veux bien. Après, oui, je veux pas te dire qu'ils vont aller chatouiller tout de suite les mecs en haut de la conférence, mais en tout cas, ils sont déjà là, tu vois. C'est ça. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de cette question de la mort, ce que vous avez vu sur cette saison et quel est le modèle idéal sur la saison 2. Nous, Alex, je crois qu'on va décerner un petit trophée. The Golden ? Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Ouais, c'est le gros trophée Alex Backflip. C'est parti, hop, le voilà, et voilà, hop, c'est géré. Et ça, c'est réussi, c'est magnifique comme la saison des Grizzlies. C'est l'heure du Gérard d'Or, vous le connaissez, c'est le trophée du peuple. On le décerne à chaque franchise à un joueur qu'on a pu voir et qu'on a hâte de voir et qui a définitivement du Gérard en lui. Alex, c'est qui ton Gérard d'Or ? Josh Jackson, pour plusieurs raisons. On y croit. La première, c'est que Josh Jackson, je l'avais déjà pris en Gérard dans la preview. Et dans la preview, je l'ai pas exactement, mais j'ai dit un truc du genre qu'on allait probablement se rendre compte à quel point Phoenix
était un endroit dégueulasse pour le développement d'un jeune. Que c'était la prison d'Alcatraz. Oui, et puis surtout, il n'y a pas le bon entourage, il n'y a pas les bonnes valeurs et tout. Et que je croyais beaucoup plus en Memphis. Bon, après, j'ai eu un peu peur au début de saison parce que l'autre, il est arrivé, ça s'est pas hyper bien passé, il a été envoyé en G-League. Ah, c'était chaud. Le management et le coach ont clairement fait comprendre qu'ils comptaient pas sur lui. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas toutes les infos en interne, mais toujours est-il que, entre le jeu des trades, qui ont quand même enlevé de l'ailier à Memphis, hein, je veux dire, tu perds Jay Crowder, tu perds Solomon Hill, et l'arrivée de Justice Winslow, mais pas disponible, hein, qui ne pouvait pas jouer, Justice Winslow, puisque blessé. On s'est retrouvé dans une configuration où Taylor Jenkins a eu besoin de Josh Jackson dans ses rotations. Et quand je dis il en a eu besoin, c'est que Josh Jackson, il a débarqué direct, il a joué un quart d'heure par match, voire des fois 20 minutes, voire bien plus, sûr, tu vois, genre du vrai temps de jeu, quoi. Et là, on s'est rendu compte que Josh Jackson, c'est quand même un basketteur pas si dégueu que ça. Hein. Franchement, déjà, son volume est toujours intact. Le volume qu'on avait entrevu à Phoenix, c'est un joueur, il fait de tout. Ah, c'est pas un scoreur extrêmement doué, même si, bon, ça va, il peut scorer, hein, mais c'est pas un sniper, c'est pas un mec avec une finesse incroyable dans les mains et tout, mais c'est un putain d'athlète. Il a une énergie incroyable, il a un vrai moteur. Et sa série de matchs sur la fin, là, justement, quand tu en parlais, toi, ça va mal, Jaren Jackson qui se blesse et tout, elle est bonne dans les victoires un peu là contre Atlanta, ou je crois que c'est Brooklyn aussi qu'ils ont fumé. Il fait des matchs tout à fait bons, notre ami Josh Jackson. Donc j'étais assez content de voir ça. Et je pense que, en fonction de comment s'organisent les rotations à Memphis, je pense que ce mec peut avoir une espèce de vrai début de carrière à Memphis. Puisque je considère qu'à Phoenix, ça s'est tellement mal passé pour lui, au niveau extra-sportif et tout, qu'il vaudrait peut-être mieux pas tourner la page et oublier ça. Mais voilà, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur pour lequel j'ai une vraie affinité. Et si j'étais fan de Memphis, je pense que je serais très content d'avoir ce mec en bout de banc ou dans le banc et de pouvoir compter sur lui à n'importe quel moment. Bien sûr, tu vois, bien sûr. voilà, exactement. Et à développer dans un groupe stable, bien sûr, à voir ce que ça donne. 22 ans. Jackson, bouge pas. Ouais, 23 peut-être même, 23 maintenant. Mais bon, oui, c'est ça. Donc non, faut pas l'enterrer. Voilà. Tout à fait. Faut pas l'enterrer, monsieur Josh Jackson. Faut pas l'enterrer. Ouais, c'est clair. C'est un vrai Gérard. Ça, c'est sûr et certain. Genre Gérard, il se pose là. Beaucoup de Gérard dans cette équipe, mine de rien. Et pour suivre ce que vient de dire Alex, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu le casier judiciaire de Josh Jackson en l'espace de 3 saisons NBA. C'est formidable. Ça se regarde avec un petit morito. C'est très très doux. Je vais partir sur monsieur Dion Brooks. Alors à la base, j'aurais bien aimé prendre Brandon Clark qui cette saison a été vraiment le Gérard, espèce de grosse dynamite TNT en sortie de banc incroyable. Mais en fait, Dion Brooks, si je le prends, c'est parce que déjà extrêmement content du contrat qu'il a pu récupérer là, le petit signé en scred total. Bien joué Memphis, bien joué Dion Brooks. Et il y a à Memphis ce besoin identitaire, intouchable, d'un col bleu qui se farcit les extérieurs adverses et qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire ça. Tony Allen, on y va, je pose mes couilles, je m'en fous si je me fais rouler dessus par LeBron quand il arrive en ville, je suis en bas de chez lui avec la vuvuzela et je lui fais gros, j'espère que t'es prêt pour demain parce que tu vas en chier. Dion Brooks a tous les éléments pour moi pour devenir identitairement cette espèce de pièce fondamentale dans la construction d'une équipe et dans son identité. C'est important dans ces équipes comme ça d'avoir ce genre de taulier. Et pourtant, Dieu sait s'il n'est pas très âgé, hein, il a 24 ans, Dion Brooks. Mais il approche, je trouve, le basket avec la bonne manière. Il s'entend déjà très bien avec les piliers de cette équipe, les Jonas, les Ja Morant, les Jaren Jackson Jr. Son coach sait qu'il peut l'envoyer à la mine. J'ai tellement adoré ce qu'il a fait par rapport à André Iguodala, c'était trop bien. Et puis dis donc, tu le compares à Tony Allen, mais je veux dire, Tony Allen, il aurait adoré avoir le niveau offensif de Dillon Brooks. Dillon Brooks, il a un Tony Allen dans chaque molécule de son corps. Mais bien sûr. En défense, on verra, mais en attaque... Tout à fait. Non, bien sûr. C'est une menace, c'est une vraie menace et qui a fait lui aussi plusieurs matchs à plus de 20 points et qui est vraiment capable d'aller provoquer ses lancers, de driver, etc. Donc vrai basketteur. Voilà, en fait... Quelque part, quel est le plafond de Dion Brooks, quoi ? C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va avoir l'évolution d'un joueur qui va être 25 points de moyenne, pas du tout. Mais là, dans cette construction, Dion Brooks, ça peut être un gars qu'on retrouve à la Joachim Noah,
là sur les prochaines années à Memphis où en fait il casse trop les couilles. Et c'est le Girard. Et c'est lui que tu vois dans les médias. Et puis t'es déjà Morante. Putain, t'es content d'avoir ça en arrière à côté de toi. Bien sûr. C'est trop de la balle. Tu veux partir à la guerre avec Dion Brooks. Mais oui. Et ça, c'est vachement bien pour Memphis d'avoir ce genre de joueur à seulement 24 ans. Donc c'est super. C'est mon Gérard d'or, évidemment, plein d'autres à prendre. Alex, il a pris Josh Jackson. N'hésitez pas à poser vos beaux yeux sur d'autres joueurs de qualité comme ça. Alex, nous, on a une dernière section ? Allez, le projostic. Tout à fait, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Le projostic, toujours pareil, la contraction entre le pronostic et la projection. Exactement. Analyse fine, quoi, en gros, quoi, la finesse. La finesse ultime, tout à fait. Vous connaissez, c'est avec Alex et Bibi, 24 secondes chacun, vous pouvez le faire aussi, on le fait pour chaque franchise. C'est la liste des courses, on l'a déjà fait un petit peu dans la question de la mort, mais on va essayer de le faire en 24 secondes. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, Yubi Brown. Continuez à travailler. Si jamais la saison reprend, se battre et essayer de s'accrocher à ce strapontin 8e place, ça serait extraordinaire de voir ce petit groupe de jeunes faire un premier tour de play-off contre les Lakers par exemple ou quelque chose comme ça. En expérience pour eux, je pense que c'est toujours bon à prendre. Et sinon, travailler, bosser, se développer ensemble et puis peut-être pourquoi pas le front office, rajouter le petit role player qui va bien comme t'en parlais. Voilà. 24 secondes, incroyable. Et alors ? C'est pas beau ça ? Et alors ? 24 secondes, et écoute, je vais essayer de faire aussi bien 3, 2, 1, top chrono. On a déjà tout dit dans cette vidéo, on a déjà tout dit aussi dans l'apéro qui avait été sur Memphis. Je vais mettre mon regard sur le développement de Jaren Jackson Jr. et Ja Morant. C'est quoi leur plafond ? Eh bien, il faut mettre tout le paquet là-dessus, parce que je ne pense pas que Memphis, même si c'est fortement agréable, a envie de redémarrer un projet où ton plafond, c'est le premier tour des playoffs ou la demi, en fonction de la concurrence. Donc, il y a du temps, il y a des finances, il y a une situation que les fans de Memphis n'ont pas connue depuis très longtemps, et donc il faut en profiter pour bien travailler. Très hâte de voir la saison 2 de ce groupe et du duo. Ok, bien. Voilà pour nos amis les Grizzlies, très propre. J'ai fait un peu plus que 24, mais c'est la générosité du Tennessee, c'est comme ça. Dites-nous ce que vous avez pensé de la saison de Memphis, évidemment. N'hésitez pas à revoir des matchs des Grizzlies cette saison, c'était vraiment funky. Nous, Alex, on se retrouve demain ? On se retrouve demain, bouge pas, je regarde un peu ce qu'on a au programme. Ah oui, on a la franchise des Blondinets là. La franchise des Blondinets. Écoute, c'est magnifique, on va se colorer les cheveux, on se retrouve demain, des bisous à tous. Allez, ciao.